Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à celles et ceux qui se sont connectés depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis l'Afrique aussi. Je sais qu'il y a du monde, il y a du monde en ligne aujourd'hui. Soyez les bienvenus pour cette seconde conférence de l'année du séminaire Rythmologie. Alors certains connaissent très bien le fonctionnement. D'autres découvrent peut-être ce séminaire. Sachez qu'on est à la cinquième année avec plus de 80 conférences qui sont déjà en ligne et un ouvrage que j'ai là. Voilà. Un ouvrage qui vient de paraître autour du thème rythme et flux à l'épreuve des territoires. Donc, avec une quinzaine de publications. Alors, je vous rappelle simplement le sens un petit peu de ce séminaire. On a fait un triple pari il y a 5 ans maintenant. Quand on a démarré cette démarche, on a souhaité tester le rythme comme manière de fluer. Donc ça, c'est un petit peu la définition qu'on a choisi de tester. Mais on a voulu prendre le rythme comme clé de lecture et d'écriture de ce qu'on avait appelé les mondes en mouvement. Voilà, on a voulu le faire de manière interdisciplinaire. Ici, moi, je vous parle en tant que géographe et urbaniste, et vous avez autour de cette table, notamment du côté de Grenoble avec mon collègue Christian Graff, d'autres spécialités autour de la table. On a voulu aussi le faire avec différents organismes, donc la MSH Alpes qui porte ce projet depuis le départ. Je salue Laurence Raphaël qui est en ligne aujourd'hui, qui s'occupe de la communication de cette aventure. Donc l'UGA aussi à Grenoble, l'ENSA à Toulouse, le PFL en Suisse. Voilà. Alors jusqu'ici, ça marche plutôt bien, ces rendez-vous réguliers tous les mois. Alors on a la chance aujourd'hui d'accueillir deux jeunes chercheurs et doctorants qui s'inscrivent dans cette démarche et ça nous fait très très grand plaisir de voir qu'il y a de la relève sur ces thématiques. On s'était inscrit en tant que chercheur confirmé dans cette réflexion et c'est vrai que on souhaite de plus en plus entraîner des étudiants de master, de doctorants dans ces démarches. Donc, je voulais remercier ces deux chercheurs, jeunes chercheurs et doctorants. Donc, Thibaut Cassagne, qui est architecte et doctorant, il travaille au LRA à l'ENSA Toulouse, mais également à l'HAU du côté de Hanoï, et il nous parlera depuis Hanoï. Il interviendra sur le thème habiter les bords d'un fleuve avec une clé d'entrée rythmique. Voilà, je profite de l'occasion pour saluer les étudiants d'Hanoï qui sont présents et également les collègues, et je pense notamment à Tuan, qu'on connaît bien dans Rythmologie. Je voudrais également saluer David Lucot, qui est architecte chez A, etc., qui est doctorant aussi au laboratoire LRA de l'ENSA Toulouse et qui interviendra, lui, sur concilier rythme urbain et rythme non humain, ou concilier rythme urbain et non humain. Mais j'ai rajouté rythme non humain, mais on verra s'il est d'accord avec la proposition. Simplement signaler que Thibaut est dans sa deuxième année de thèse et que David devrait normalement soutenir, si tout va bien, on l'espère, cette année avec tous les deux. L'un est dans le cadre d'une thèse financée par le ministère de la Culture. Je pense à Thibaut Cassagne et David Lucot dans le cadre d'une bourse CIFRE, d'un programme CIFRE et aussi dans d'autres soutiens à la thèse, notamment celui de la Fondation Palladio. Voilà pour la présentation. Je remercie celles et ceux qui sont en ligne. On est 42, c'est pas mal, plus tous les collectifs qui nous ont rejoints en direct. Donc, simplement un mot sur la séance. Donc, 20 minutes pour chacun pour exposer leur démarche tranquillement, hein, pas de stress. On essaye de pas se stresser dans le cadre de ce séminaire. C'est pas toujours le cas quand on est en séminaire. Et puis ensuite, on passera un moment de questions et de réactions en ligne. Donc vous pouvez les uns et les autres commencer à poser des questions ou à réagir. Et à la fois Christian et moi-même, on essaiera de se faire les relais de ces questions. Puis après, on aura 1 heure d'échange libre avec les membres du séminaire et puis toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Voilà à la fois pour le rappel de la philosophie, de la démarche,
une présentation succincte de nos deux conférenciers et puis aussi un petit peu le fonctionnement de tout ça. Voilà, écoutez, la parole est à vous. Alors, on avait organisé le tour de parole en démarrant par Thibaut, s'il en est d'accord. Je vais lui laisser la parole. Il s'appuiera notamment sur une présentation PowerPoint, donc à laquelle qui peut maintenant nous faire apparaître sur l'écran. Je crois qu'il a la main. Thibaut, c'est bon pour vous? Allez, c'est bon. Je vais On ne voit commencer pas le votre partage. PowerPoint, hein. Mm. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est Très tout bien. bon. Très bien. C'est bon? La vidéo est un peu saccadée, mais on voit. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être qu'elle va charger, ça passera mieux. Bon, bonjour à toutes et tous en ligne. Cette année, j'ai la chance de contribuer à l'une des séances de ce séminaire. Donc, je vous en remercie. Aujourd'hui, je suis à Hanoï dans un café, atelier de workshop, lieu de conférence. Tuan en est le gérant. Il est architecte et enseignant à l'université d'architecture de Hanoï. Et il a contribué à ce même séminaire l'an dernier avec sa conférence sur les rythmes de la vie vietnamienne. Sont également présents des étudiants français et vietnamiens inscrits au séminaire La fabrique architecturale et urbaine à l'épreuve des transitions, temporalité, usage, rythme, mobilité, recyclage, un séminaire de master de la filière francophone de l'Université d'architecture de Hanoï. Dans le séminaire Rythmologie l'an dernier a été abordée la complexité des mondes en mouvement, dans un contexte de mutation accélérée, de saturation, d'incertitude et de changement climatique. Vous êtes revenu sur le besoin d'imaginer d'autres manières d'observer, de documenter, d'analyser et de représenter les nouveaux agencements spatio-temporels. Mais également, vous avez initié d'imaginer d'autres formes d'intelligence collective. Ma présentation aujourd'hui tire parti des explorations de l'an dernier, de la notion de rythme au sens de manière de fluer. Donc je ferai un premier point sur l'observation des rythmes, un second sur la participation, un troisième sur la médiation, et enfin sur la représentation des rythmes sur les bords du fleuve Rouge à Hanoï, qui est mon terrain d'étude de thèse en architecture. Cette présentation est une approche de l'architecture, des modes d'habiter les lisières fluviales de Hanoï par le prisme des rythmes. Habiter au sens de Dardel, habiter un espace, habiter une espèce d'espace, comme en parle Pérec, c'est-à-dire au-delà du sens géographique ou purement spatial du terme, plutôt une approche sensible des relations entre l'homme avec les hommes et son environnement. D'un point de vue heuristique, comment la notion de rythme s'est invitée dans mon travail de recherche pour devenir l'axe de ma thèse. En fait, pour mon diplôme en architecture, j'ai fait un projet papier, mis en concours, qu'on a remporté avec une équipe franco-vietnamienne. C'est un projet de centre communautaire dans un village flottant de Hanoï. Et le caractère éphémère, temporaire du terrain, des constructions, des usages, nous a amené à observer différemment, longuement sur la journée, à représenter le projet de façon évolutive, et même à en construire une partie avec les habitants, le mettre à l'épreuve du réel. Donc j'ai eu besoin d'écrire à ce sujet, de théoriser cette expérimentation. Alors j'ai fait un premier mémoire centré sur les usages, il parle des mutations des modes de vie dans les marges de Hanoï, avant de monter un projet de recherche de thèse axé sur les rythmes. Une notion qui me semble permettre de documenter, représenter le changeant, le mouvement, et de donner une version prospective pour ce terrain réticulaire et changeant. Un terrain que j'appelle aussi les berges habitées du fleuve Rouge, pour reprendre le terme d'habiter. Donc, premier point, l'observation des rythmes. Cette recherche a l'ambition de documenter des situations encore peu étudiées au Vietnam. Beaucoup de recherches ont déjà abordé le fleuve Rouge à Hanoï, sous l'angle de l'hydrologie, de l'agriculture urbaine, de la production industrielle, artisanale, ou à travers les projets de planification urbaine pour 2065, mais pas sous l'angle des rythmes et des usages. Donc pour commencer, on peut aborder le rythme comme cadence ou tempo. Sur ces lisières se sont développés des établissements villageois, des territoires interfaces rural-urbains et hybrides. Hybrides au sens d'espaces aux usages multiples,
dont l'occupation est optimisée par le croisement de différentes temporalités. Donc une définition de Luc pour illustrer ça. Le fleuve Rouge et ses berges sont des marches particulières, aux limites fluctuantes, selon des rythmes saisonniers. Elles accueillent de façon temporaire et intermittente une mixité d'activités informelles. Ces activités elles participent de façon secondaire à la dynamique métropolitaine. On retrouve des petits emplois sur des chantiers en ville, de la production agricole redistribuée par des circuits spécifiques dans la métropole, mais aussi les citadins se rendent dans ces marges pour se divertir, se baigner dans le fleuve, en profitant du développement de petites structures d'accueil informelles, comme les bars, les cafés ou des commerces. En considération de ce rythme comme tempo, fréquence, cadence, on constate une forme de permanence qui s'installe. On va dire au rythme des saisons, au rythme de la journée. Les citadins viennent se divertir le soir, au coucher de soleil. Les producteurs vendent leurs récoltes de nuit. Une permanence rattrapée par des phénomènes climatiques majeurs qui semblaient être oubliés, comme le typhon du mois dernier à Hanoï. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Preuve d'impermanence. S'en est suivi des inondations historiques associées à un débit important de l'eau du fleuve. Les structures temporaires n'ont pas résisté, mais sont déjà en cours de reconstruction. Les cultures ont été ravagées et les prix des denrées maraîchères ont directement doublé, voire triplé à Hanoï. Mais revenons à la notion de rythme. Elle nous invite à penser le mouvement, à l'observer, à capter l'énergie dans ce territoire changeant. On entend le mouvement tel que des fluctuations du fleuve, la saisonnalité des cultures, l'expansion de la ville sur ses marges, les migrations de population, les flux quotidiens dédiés au travail ou au divertissement de jour comme de nuit. On a également abordé cette question des quotidiens nocturnes sur les bords du fleuve lors du dernier colloque Nuit des Suds à Fès, c'était il y a quelques semaines. D'une façon plus générale et propre à ce territoire, on peut parler de double pulsation, celle de la ville et celle du fleuve. Comment observer les rythmes? Dans ma recherche, j'ai mis en place un premier protocole d'observation flottante qui consiste, selon Colette Pétonnet, à rester en toutes circonstances vacant et disponible. Donc à des échelles spatiales et temporelles assez larges, cette méthode d'observation permet de relever des agencements alternatifs sur les berges et sur l'eau qui résultent d'un couplage des rythmes sociaux et vivants. Sur les berges et sur les eaux du fleuve, on relève deux nouvelles typologies d'agencement. Des aménagements développés par les ruraux en ville s'hybrident avec de nouveaux usages citadins. Et on relève des programmes de cafés flottants, de campings urbains, de fermes pédagogiques, ou encore on retrouve des piscines au cœur des cultures de bananiers. On retrouve aussi une seconde typologie d'agencement, ce sont des projets de paysages et d'architecture développés par les architectes locaux, avec les communautés habitantes. Des programmes également hybrides, de type jardin communautaire, mêlant culture maraîchère, sensibilisation aux enjeux environnementaux, et jeux pour enfants, pour pallier au manque d'espace public dans le centre urbain de Hanoï. Le centre urbain qui est très dense, une densité de population et bâti qui se retranscrit par la saturation de l'espace bâti et une pression sur les réseaux. En quelques chiffres, Hanoï, c'est 8 millions d'habitants et une densité moyenne de 2500 habitants au kilomètre carré, donc pour une surface à peu près égale à celle de Paris et de sa périphérie. Mais Hanoï, c'est une ville de maisons individuelles, de maisons dites tubes autoconstruites, qui saturent l'espace construit. L'observation flottante, elle permet de déterminer des sites d'intérêt majeurs à différentes échelles spatiales et temporelles, où peuvent ensuite s'effectuer des observations situées tout au long de la journée, à plusieurs moments de l'année. Cette observation située peut être participative, pour une immersion complète dans l'espace et dans le temps, mais également au sein des communautés et usagers, et plus largement dans un large réseau d'acteurs, habitants et praticiens en architecture sur ces bords de fleuve. Donc on arrive au deuxième point de cette présentation, la participation. Le rythme il peut être aussi considéré comme flux, comme rythme flux, comme a été abordé l'an dernier dans ce séminaire. Aujourd'hui, on vit un éclatement des temps, des mobilités, des temps collectifs pour une multiplication, une diversification des rythmes individuels. Alors comment construire des articulations de vivre ensemble? Comment faire société?
comment faire ville pour les aménageurs de l'espace et du temps. Les nouveaux agencements alternatifs sur les berges du fleuve Rouge sont des chronotopes, soit des espaces-temps de rencontres, des articulations de temps sociaux avec le vivant. Les structures temporaires autoconstruites sont des nouvelles formes de rencontres qu'il faut nommer. Il est important de nommer ces hybrides. Considérer le rythme comme flux ou manière de fluer, c'est le penser comme articulation, comme processus, où l'architecture informelle est une superposition à d'autres rythmes existants. Tuan, tu avais abordé cette superposition de rythmes dans la ville vietnamienne l'an dernier, dans ta présentation. L'architecture informelle, c'est également une forme comme un moment dans le processus continu de transformation. Elle se dissout dans un flux continu. C'est ce que nous dit Etzégul Cancat. C'est également une improvisation dans un temps continu. Olivier Soubeyran nous parle d'improvisation. Christopher Dell aussi nous en parle, c'est un musicien théoricien allemand. Il nous parle d'improvisation de l'espace et de performance. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette inscription du rythme dans un temps long. La participation, au sens de la co-conception, de la co-construction, ou alors encore de la construction participative, c'est une forme de rencontre et de construire ensemble. Elle répond aux attentes des citadins en termes de qualité de vie, de production agricole ou artisanale, d'habitat, de formation, d'inclusion des ruraux, mais aussi de divertissement pour les visiteurs. La participation en architecture est une forme de nouvelle proximité. Cette manière de concevoir place l'architecte non plus comme l'unique concepteur, mais comme acteur au cœur d'une équipe multidisciplinaire, composée d'acteurs publics et privés, obligeant la collaboration. Dans ce cas, l'architecte anime plutôt qu'il ordonne. C'est ce que vous expliquez dans l'ouvrage Rythmos. C'est dans cette démarche que s'inscrit ma recherche axée sur les rythmes. Mon protocole d'observation des agencements alternatifs sur les berges est également un protocole d'observation participante pour m'immerger sur le terrain et dans un réseau d'acteurs locaux et ainsi développer une approche non seulement chronotopique, mais également une approche systémique du territoire. Le territoire comme un ensemble d'éléments interagissant entre eux. Système d'acteurs, de gouvernance, de production, système temporel, de pratique, de représentation. Et c'est cette grille qui me permettra de dresser un atlas des situations. Les situations dites conventionnelles contemporaines, c'est-à-dire des organisations sociales et humaines qui favorisent l'émancipation à travers l'autonomisation d'un groupe d'individus dans la production architecturale. Donc on parle d'autoconstruction, de participation, ou d'autres projets d'architecture sans prescription constructive. Ça, c'est ce que nous disent Daniel Esteves et Christophe Hutin, tous deux architectes qui ont mené des expérimentations auprès des communautés à l'œuvre, et donc aux quatre coins du globe, et notamment dans cet immeuble KTT, où on se trouve aujourd'hui. Ces situations conventionnelles existaient en d'autres temps entre l'architecte et l'artisan, une forme de relation de confiance qui semble nécessaire aujourd'hui de rétablir entre l'architecte et les usagers. Daniel Esteves parle aussi de constellation d'acteurs, comme méthode de conception non formelle en architecture. C'est cette méthode qui permet de produire ces situations conventionnelles contemporaines. Un exemple peut-être pour illustrer ce que je viens de dire, le village flottant de Soe Phao, sur l'île de Bai Zua, situé au centre de Hanoï. C'est le plus grand bidonville flottant de la capitale. Une trentaine de foyers s'y sont installés progressivement, au rythme des migrations. Dans le cadre du concours et du projet de fin d'études, une première phase d'observation flottante s'est mise en place, jusqu'à découvrir une structure sur l'eau, non aménagée, et située à l'arrière d'une maison flottante. La famille n'avait pas les moyens de financer l'achat de bidons suffisants pour supporter le poids d'une maison. Et là, l'observation devient participante. On a mobilisé notre formation d'architecte, on analyse un peu la structure, le poids qu'elle peut supporter, on relève les usages de la famille, et on leur propose d'aménager une terrasse de pêche flottante avec des matériaux légers, peu coûteux, disponibles, réutilisables, recyclables, réemployables, et dont ils possèdent le savoir-faire de mise en œuvre. On a donc co-construit un plancher en bambou, mis en place des filets de pêche et une toile d'ombrage.
Une situation conventionnelle qui a réuni habitants, étudiants français et vietnamiens de l'école d'architecture de Hanoï, mais également des architectes spécialistes, notamment du matériau bambou comme toile, qui est venu sur site, ou des experts de ces communautés dites invisibilisées, comme les appelle l'UN. Elle en parle dans son travail de documentation des réseaux informels de collecte et de recyclage des déchets à Hanoï. Dans le cadre de ma thèse, si je ne construis pas ces situations, je relève les usages et les productions architecturales des habitants, de ces architectes aux pieds nus, comme les nomme Van Lengen dans son manuel d'autoconstruction. Mais je m'intéresse également aux pratiques architecturales d'agences, qui semblent produire une architecture en considération des rythmes du vivant, en considération des dynamiques sociales urbaines actuelles, loin des imaginaires de la ville moderne occidentale. Une architecture de vivre avec, de cohabiter avec le vivant, comme en parle Morisot. Une architecture des milieux, comme en parle Bonnet et Christianès. Donc, je participe à certains chantiers de Team Playground, une agence qui construit des jardins communautaires sur les berges du fleuve, selon un plan guide phasé à l'échelle de la métropole, avec un parti pris pour le réemploi. 2 kilomètres sont déjà aménagés, un parc de jeux, avec accès PMR. Donc des rampes PMR à Hanoï, c'est assez unique, mais c'est rendu possible sur ces marges, sur les lisières fluviales. On relève aussi des points d'observation d'oiseaux migrateurs, un parcours de sensibilisation à la question environnementale, des espaces de création artistique et de culture maraîchère. Une autre pratique est intéressante, et je sais que Joanne ici aussi s'y intéresse, celle du collectif ad hoc, pour une pratique architecturale proche de la notion de rythme, de système. Le collectif travaille aussi sur des projets qui mettent en valeur le rapport ville-fleuve par le prisme de la malléabilité et de la frugalité. On arrive au troisième point sur la médiation. La participation, comme je viens d'en parler, est un outil de médiation territoriale. Médiation au sens d'interaction productrice de sens et de pouvoir actif, comme compréhension collective, comme expérience sensible du territoire, comme démarche collective, selon la définition de l'artiste médiatrice Anne Santini. Aujourd'hui, les outils de médiation territoriale sont de plus en plus mobilisés par les autorités vietnamiennes. Le vice-premier ministre a récemment prononcé cette phrase pour parler de la planification urbaine de Hanoï. La ville doit organiser des concours d'idées créatives sur la planification urbaine et prendre en compte l'opinion des gens. Donc on parle de consultation citoyenne. Cet été, un concours d'architecture de paysage pour les berges du centre-ville a été organisé dans un quartier du centre-ville. Les comités populaires sont l'équivalent des mairies au Vietnam. Ils se portent commanditaires ou partenaires de workshops étudiants. Ces signaux nous laissent envisager l'émergence d'un territoire apprenant, au sens qu'en donnent Luc et Florent Cholat. Un lieu, un temps, un réseau où l'on favorise l'apprentissage in situ et in vivo, hors les murs des institutions, en associant d'autres acteurs de l'environnement. C'est un processus situationnel dans lequel le partage de la connaissance par le faire devient une fonction fondamentale pour déployer un imaginaire, créer des visions et des politiques participatives pour le développement croisé des individus, des organisations et des territoires et le bien-être de tous. Ces signaux laissent penser aussi la possible émergence d'une politique des rythmes à Hanoï, une politique soucieuse d'accueillir les différentes manières de vivre, tout en composant un monde en commun. Donc là, j'ai repris ce que dit le manifeste pour une politique des rythmes, écrit par Luc, Guillaume Drebon, Vincent Kaufmann, Luca Pataroni et Manola Antonioli. Mais est-ce que rythme et planification peuvent s'associer dans un contexte d'incertitude? Donc là, je vais reprendre Olivier Soubera. Alors qu'une définition de l'incertitude est une condition de l'action planificatrice, paradoxalement, l'incertitude illustre aussi une crise de la planification dans le domaine de l'aménagement. Autrement dit, alors qu'on planifie pour réduire les incertitudes qu'on connaît aujourd'hui rendent obsolète cette logique planificatrice. Nous l'avons dit précédemment, l'architecture informelle est un moment dans un long processus. On a abordé le rythme comme manière de fluer, comme articulation des rythmes sociaux, collectifs, individuels et du vivant. Le rythme flux, alors considéré dans un temps long, n'est plus seulement un outil descriptif, mais prospectif, et permet d'accepter le souple, le fragile, le malléable, le réversible dans une métropole barbare, pour reprendre Fred Noël,
une métropole planifiée de Hanoï. Cela permet de poser les conditions du maintien et le développement de ces agencements alternatifs en lisière du fleuve. Enfin, quatrième point qui concerne la représentation. Maintenant se pose une autre question. Comment représenter le mouvant, le temporaire, le fragile, mais également ces nouvelles formes de rencontres, ces nouvelles proximités et les notions de participation, de réemploi, alors que les outils traditionnels de l'architecte ne le permettent pas. Alors que les plans, les coupes, les documents de planification renvoient à la fixité plutôt qu'à la mixité des usages. Au-delà de la question de la représentation des rythmes sur les bords de fleuves, c'est la question de la représentation de l'eau. Peut-être a-t-on une représentation inversée dans ce territoire deltaïque, où on n'a pas la terre et l'eau en plan ou en coupe, mais l'eau et un peu de terre ou pas. Peut-être n'a-t-on pas de coupe tertielle, comme l'on dit souvent en architecture, autrement dit une coupe des fondations jusqu'au toit du bâtiment, mais plutôt une coupe au ciel, ou bien même et surtout des représentations de situations des temporalités de l'eau. C'est des réflexions que l'on a eues lors du dernier workshop milieu, avec les étudiants de licence de l'Université d'architecture de Hanoï, dans l'estuaire du fleuve Rouge en septembre dernier. Donc les étudiants sont aussi présents aujourd'hui. L'estuaire du fleuve Rouge, un territoire où l'eau est partout, un milieu aux caractéristiques que l'on retrouve dans d'autres régions du globe, faune, flore, architecture flottante ou sur pilotis, activités de pêche, comme s'il existait une société de l'eau. Ce qui nous amène à transposer cette recherche, portée sur un cas d'étude vietnamien, dans d'autres territoires aux caractéristiques similaires. Dans nos propres travaux de conception ou d'expérimentation in situ, mais aussi avec la pédagogie en école d'architecture, dans des ateliers dans lesquels j'ai quelques heures d'enseignement, notamment à Toulouse, on remarque la mobilisation d'outils de représentation hybride, pour parler de temporalité sur un territoire, dans un bâtiment, ou dans les modes de vie des usagers. Dans le cadre du projet de fin d'études, sur la base des travaux de Daniel Esteves ou de Christophe Hutin, qu'ils avaient mis en place dans le cadre de leur atelier Learning From, ou du pavillon français pour la Biennale de Venise. Donc en s'appuyant sur ces travaux, on a réalisé un plan, mais pas un plan de conception. Il était impossible, car la construction est venue dans une démarche de transformation de la plateforme flottante, sans aucune prescription constructive. On n'a pas dit, avant de construire, on va suivre ce plan, ce bambou de telle longueur se fixe comme ça, avec ce détail constructif. Non. Dans ce cas, on a dessiné un plan habité, un plan post-projet, avec des détails constructifs, mais après mise en œuvre et après appropriation par les usagers. Dans le cadre du projet de concours, mais également en atelier en école d'architecture, on constate une grande place donnée aujourd'hui à l'axonométrie, une représentation hybride entre le plan et la coupe à grande échelle, et entre le croquis et le détail constructif à petite échelle. C'est un document de conception, de planification, mais plus souple, qui parle d'un bâtiment en évolution, d'une architecture adaptable, d'une mixité d'usages. Les nouveaux outils à disposition d'architectes, comme l'illustration, la photo ou la vidéo, sont aussi capables d'illustrer ces situations en mouvement. La présentation que j'ai faite aujourd'hui, c'est pour moi aussi une expérimentation d'une manière de communiquer sur les rythmes, avec la vidéo, selon un protocole de plan fixe. La vidéo plan fixe comme un hybride entre la photo et la vidéo pour capter le mouvement. Donc on arrive à la fin de la présentation, on aura balayé un certain nombre de concepts. Un certain nombre de concepts qui gravitent autour de la notion de rythme, d'adaptation, de dynamiques informelles, d'autoconstruction, de participation, d'hybridation des usages des bâtiments et des outils de représentation. La question de la malléabilité, de la médiation, mais aussi la métropolisation de Hanoï, la méthodologie d'observation flottante et participante, la nuit, les proximités, les saturations, les territoires apprenants et la transformation. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la parole à David. Merci beaucoup Thibaut pour l'exercice. Merci d'avoir respecté aussi le temps. Je vais laisser David s'installer pour son exposé autour de continuer rythme urbain et rythme non humain qui complétera ou
qui permettra un dialogue avec votre propre présentation. Et merci pour le déroulé sur l'observation, la participation, la médiation, et puis aussi sur la présence de beaucoup de rythmes. On a identifié, je pense, les uns et les autres, beaucoup de rythmes dans votre réflexion. D'abord le vote, le rythme de votre parole pour tenir les 20 minutes, c'est sûr, mais sur les situations, le milieu vivant, la ville en mutation, le fleuve dans les méthodes aussi, l'observation, la médiation, les représentations, dans votre approche purement recherche, mais aussi réponse à appel à projet. Et il y a des mots comme hybridation et adaptation qui sont revenus. Régulièrement, voilà. Donc, je pense que ça fera partie des échanges. Je signale à celles et ceux qui nous ont rejoints, on est une cinquantaine, hein, au moins, qui peuvent déjà commencer à vous poser quelques questions dans le chat qui est accessible. Voilà pour la petite transition. Merci Thibaut. Et si vous en êtes d'accord, David, on enchaîne tout de suite sur cette idée de conciliation des rythmes urbains et non humains dans la programmation urbaine avec un titre général qui est Ménager les territoires et le vivant. Je rappelle que vous êtes architecte, David, et que vous êtes également en train de terminer votre thèse de doctorat. À vous. Tout à fait. Merci beaucoup, Luc, et merci Thibaut pour cette super présentation. Alors, donc, je vais vous présenter donc, cette conférence donc, sur ménager les territoires et le vivant et comment est-ce qu'on concilie finalement les rythmes urbains et non humains dans la programmation urbaine, comme l'a présenté Luc. Je commencerai tout d'abord par me présenter, même si Luc l'a déjà un peu fait. Effectivement, donc, je suis également architecte, donc c'est de ce point de vue-là que je parlerai, mais aussi j'ai une formation en écologie, en paysage, qui m'a ouvert à d'autres choses auxquelles l'architecture ne m'avait pas ouvert précédemment. Et à côté, donc, je travaille en tant que chef de projet dans une agence d'urbanisme qui fait essentiellement de la programmation urbaine et de la programmation d'espace public chez AIR, etc. Donc, cette thèse, je la fais donc avec le LRA, donc avec Luc Wiadzynski, et en co-direction avec le laboratoire d'écologie systématique et évolution à Paris-Saclay, avec Nathalie Frascariel-Lacoste. Et donc, comme le précisait Luc également en introduction, c'est une thèse CIFRE, et donc une thèse CIFRE associe une entreprise. Et cette entreprise, je l'ai déjà présentée, et elle est gérée par Julien Costrea. Donc, tout d'abord, quand je me suis lancé sur cette thématique des rythmes, je vais pas vous faire tout l'historique, mais c'était un peu de se demander comment est-ce qu'on le définit. Alors, ça a été de nombreuses fois évoqué lors de ces séminaires rythmologie, mais moi, celle qui m'a au début le plus marqué, et ça a été un tournant au cours de ma thèse, c'est tout d'abord, j'étais très lié à cette idée que les rythmes, c'est quelque chose qui sont un peu une structure rythmique, où en fait, c'est une alternance de temps fort et temps faible, et c'est un peu ce qu'on voit dans pas mal de représentations. Mais voilà, c'était comment est-ce qu'on s'extrait de cette définition-là pour arriver vers quelque chose de plus flexible, disons, avec cette idée de modalité du flux et surtout celle qu'on retient ici, qui est la manière de fluer. Alors, je l'ai beaucoup entendu dès le départ, mais j'ai mis du temps à comprendre ce que ça pouvait évoquer. Alors, pour un peu faire, comment j'en suis arrivé à cette définition-là et comment j'ai pu ensuite développer mon sujet de thèse. Au début, j'avais développé des premières représentations et c'est bien, donc ça fait le lien avec Thibaut qui avait terminé par ce sujet-là. Mais les représentations, voilà, c'était quelque chose où j'essayais de me demander comment est-ce qu'on peut représenter les rythmes du vivant. Et donc, je reprenais des choses qui se font beaucoup, évidemment, au niveau du climat, des météos, mais aussi après de voir qu'est-ce qu'on pouvait ajouter dans ces alternances, enfin, dans cette idée d'alternance entre temps fort et temps faible. C'est toujours un peu représenté de la même manière. Et donc, sur notamment la pluviométrie, aussi l'alternance de la durée du jour, de la nuit, mais aussi sur le cycle végétal et de quelle couleur peut se parer un arbre ou des fleurs, des buissons. Se questionner aussi sur le rythme de vie, enfin, sur le cycle des migrations des oiseaux, et après sur des rythmes plus sociaux, ce qu'on a créé avec les semaines, les week-ends, les vacances, et comment, in fine, ça pouvait impacter une programmation d'un parc en l'occurrence. Voilà, donc pour faire que certains lieux vivent plus à certains moments que d'autres, parce que c'est plus frais, parce qu'à des moments on peut voir certaines choses, que le végétal se part d'autres couleurs. Et donc voilà, donc c'est des premières réflexions. Ces premières réflexions, elles ont également pris forme sous un... Ah, voilà, en étudiant d'autres possibilités, où là on travaille sur un master plan pour une stratégie touristique d'un site qui est en gros qui est un autre site dans le style de Petra, un site nabatéen. Et là, c'était de se questionner comment est-ce que, justement, comment est-ce qu'on évite un tourisme de masse
assez destructeur pour l'environnement. Et comment est-ce que justement la thématique des rythmes, et en l'occurrence des rythmes naturels, peut permettre de se synchroniser avec le végétal, par exemple, avec les odeurs qui peuvent émaner de certains végétaux à certaines périodes de l'année, les fruits qu'on peut y récolter, mais aussi l'intérêt d'y aller à certaines périodes moins fréquentées pour avoir des températures plus douces. Donc ça, c'était un peu des ouvertures. Et voilà, notamment après avec les rythmes sociaux, comment est-ce que ça vient compléter la stratégie touristique du lieu. Donc c'était un peu pour ouvrir sur d'autres choses et comment est-ce qu'on pouvait représenter ça pour montrer un peu comment on les met en parallèle et comment ça peut devenir intéressant de croiser des cycles de la Lune, des rites et des choses agricoles du passé pour créer une autre stratégie en fait dans la manière d'urbaniser un lieu. Tout ça, ça m'a amené en fait à me dire, bon, bah, très bien, maintenant que j'ai vu comment on pouvait représenter certaines choses, je me suis quand même dit qu'en représentant toutes ces choses-là, c'était basé sur des données qu'on pouvait récupérer. Mais à partir de là, je me suis dit qu'il fallait donc que j'aille tester ça sur des terrains d'études. Et c'est là que je me suis confronté à d'autres choses. Et c'est ainsi que ça m'a un peu ouvert finalement à cette manière de fluer, puisque voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses avec lesquelles enfin, qu'on ne pouvait pas forcément observer, ou en tout cas encore moins représenter. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Là, du coup, il fallait établir donc certaines hypothèses et cette idée que il y avait donc trois idées. La première, c'était celle donc que nos rythmes en ville sont désynchronisés de ceux de la nature, du milieu, disons, bah, qui nous est un peu imposé, les rythmes nictéméraux avec l'alternance jour-nuit, le climat, pas mal de choses. Enfin, et donc tout ça, ça a donné lieu à, voilà, des réponses par la suite. Il y a aussi, donc, pour aller sur le terrain, bah, de se dire que finalement, l'intégration de la chronotopie, mais là, en l'occurrence, de la dimension rythmique, c'était une manière de mieux faire cohabiter tous les vivants. Alors, en tout cas, de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte de mieux cohabiter avec le non-humain en ville. Et enfin, de se dire que bah, cette prise en compte des rythmes de manière individuelle, elle permettrait d'apporter plus de bien-être au sein de la vie de chaque espèce qui habite les villes. Donc, juste pour préciser, puisqu'on a vu une présentation de Thibaut qui était essentiellement concentrée donc, à Hanoï, moi, enfin, l'essentiel de mes terrains, c'était de se dire qu'on restait concentré en France et donc sur une culture occidentale et issue judéo-chrétienne. Alors, pour la première hypothèse, je me suis dit que le mieux pour étudier comment la ville s'est désynchronisée, c'était de réaliser une frise chronologique finalement de comment, il y a 7 millions, depuis 7 millions d'années, l'humanité, dans son évolution et dans la construction des villes, a changé ses rythmes, a créé ses propres rythmes synthétisés sur nos sociétés et s'est désynchronisé progressivement de ceux qui étaient les rythmes initiaux. Donc, dans tous ces événements, finalement, qui ont marqué des changements, des transitions dans les rythmes de vie humains, donc il y a des choses qui tendent à les désynchroniser, mais il y a aussi eu des choses qui ont marqué plutôt une forme de resynchronisation, notamment, bah, je pense, quand on a créé les calendriers ou que l'agriculture, on a dû s'intéresser justement au rythme des végétaux. Donc, il y a tous ces événements-là, et on voit comment ça évolue petit à petit et comment aujourd'hui on est arrivé à des milieux urbains qui sont assez peu liés finalement au rythme qui nous sont imposés par la nature. Et ici, je place la nature vraiment comme quelque chose qui est distingué de l'humain. Euh, et alors, si cette chronologie est un peu alarmiste finalement, j'ai aussi voulu mettre en avant, alors là, ici, sur cette image un peu de manière ironique, mais qu'il y a des tendances qui évoluent. Notamment voilà, avec ce wording de Center Park qui dit qu'il faut vivre au rythme de la nature en venant chez eux, mais aussi avec cette idée qu'on cherche maintenant à manger plus de saison. Alors certaines pubs sont pour dire que c'est mieux pour le budget, et après d'autres ou se dire que c'est meilleur aussi. Et je pense aussi qu'il y a des événements où on voit, bah, par exemple, aller cueillir les champignons, les châtaignes, c'est encore quelque chose qui se fait, et donc c'est lié précisément avec les saisons. On voit aussi maintenant des choses qui viennent essentiellement d'une culture bah, japonaise, orientale. Par exemple, d'aller voir les cerisiers en fleurs dans les parcs, c'est quelque chose qui tend vers une forme de resynchronisation, mais encore là, on consomme la nature de manière un peu particulière. Donc sur les terrains d'études, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, en allant sur mon premier terrain d'observation sur le canal du Midi à Toulouse,
j'ai réalisé donc que je ne pouvais pas, comment dire, ni observer, ni réellement représenter le rythme de vie que j'observais par exemple d'un canard ou de toute autre espèce. Et même en fait de l'humain, je pouvais éventuellement interpréter ce que certaines personnes allaient faire d'un point fixe, mais sans pouvoir réellement tout interpréter et tout comprendre. Et c'est là que ça m'a placé dans une autre posture d'humilité. Et finalement, bah, le non-humain, c'est clairement quelque chose qu'on ne peut pas totalement saisir, c'est fluent, c'est vivant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire dans la fabrique des territoires pour les intégrer? Donc, dans la fabrique de la ville, ce qu'il faut savoir, en plus, c'est donc comme ça en chiffres, c'est sur des projets. Alors là, c'est dommage, on voit pas bien à l'image, c'est pas bien passé. Mais les projets urbains, en moyenne, durent 10 ans. Donc, c'est un temps finalement qui peut paraître long pour les politiques, les aménageurs, mais c'est des temps qui sont très courts pour d'autres espèces, pour les arbres en ville, pour le sujet du réchauffement climatique, même pour une vie humaine, finalement, c'est assez court. Et, et bon, bah, pour d'autres espèces également. Donc, en fait, il y a un nombre de temporalités qui se confrontent et où dans la fabrique de la ville, telle qu'on l'a fait aujourd'hui, où il y a voilà, des points d'accrochage, enfin, finalement plutôt de décrochage, où on n'arrive pas, bah, quand on fait un diagnostic, souvent c'est réduit à 1 à 3 mois. Un diagnostic sur 1 à 3 mois, ça veut dire qu'on n'a même pas 4 saisons, on a juste une saison, grand max, et on ne voit pas du tout toutes les évolutions. Donc finalement, telle que la fabrique de la ville est faite aujourd'hui, euh, c'est très compliqué de tout intégrer. Notamment puisque, comme l'a évoqué Thibaut précédemment en citant Olivier Soubeyran également, c'est que la pensée aménagiste est quelque chose d'assez fixiste. Et aujourd'hui, dans un contexte d'incertitude, on se rend compte que la, comment dire, le vocabulaire de la fabrique de la ville, avec notamment cette notion de maîtrise, ne peut plus exister face à ce contexte d'incertitude où l'idée est justement de ne pas chercher à maîtriser les choses, surtout quand on ne peut pas représenter toutes les choses qui existent et toutes les dynamiques qui sont en place sur un site. Alors, dans la fabrique de la ville, pour faire face un petit peu à parfois cette manière fixiste de la faire, il y a des choses qui arrivent avec l'urbanisme transitoire, notamment, qui est une manière de transitionner en fait entre le lancement d'un projet, le temps de chantier et puis finalement sa livraison et même de penser un peu le temps d'après avec la gestion. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est des choses qui sont souvent un peu anecdotiques et finalement qui restent à des échelles assez restreintes par rapport à tout le reste du vivant. Maintenant, des choses que nous, on propose régulièrement, qui restent quand même assez difficiles à mettre en place, c'est d'essayer de se dire que bah, plutôt que de placer des arbres de haute taille à la fin du chantier, qui sont déjà des arbres adultes, d'essayer de planter des sujets assez jeunes au tout départ du projet, les laisser grandir sur site, s'habituer et justement de penser le temps long justement du projet et de ne pas vouloir un projet fini à la fin du projet. Je voulais également quand même présenter quelque chose sur lequel on a travaillé. Bah, c'était un parc à Amiens et où là justement on a poussé les paysagistes à essayer de penser un parc. Donc ça reste un parc urbain, donc ses dimensions sont assez petites par rapport à un espace naturel, mais simplement à intégrer les 4 saisons et se dire que finalement un parc c'est aussi plusieurs milieux et que ça accueille pas forcément les mêmes espèces. Et pour ça justement ça nécessite de penser dans le temps comment les espèces vont venir se nicher ou faire leur petite vie à chaque endroit du site. Et donc de développer une stratégie urbaine où on essaie d'impacter le moins possible les choses qui pourraient se passer, les dynamiques qui pourraient y exister, en plaçant des événements à certains endroits plus qu'à d'autres et en essayant tant qu'à faire, choisir des événements qui sont à des périodes où ça va déranger le moins possible euh, les dynamiques non humaines existantes. Tout ça pour synthétiser que la fabrique des territoires, aujourd'hui, elle fait face à plusieurs problématiques. Celle donc, dont j'ai parlé, des calendriers avec le temps du politique, qui est donc un mandat de 6 ans, qui n'est pas du tout sur les mêmes temporalités que les attentes d'un habitant, d'une habitante ou de l'aménageur, et encore moins de l'oiseau qui vient nicher sur site, auquel on ne demande pas forcément son avis. La problématique du projet livré, puisqu'on voit souvent l'idée, bah, donc, comme j'évoquais, d'avoir des arbres qui ont déjà poussé, qui sont très hauts et qui permettent d'avoir un projet fini le jour de la livraison. J'ai mis le pari du plein. Alors, je sais que j'aime plus trop ce terme finalement des vides, mais ça reste souvent nommé comme ça. Mais quand on fait une opération, des fois il y a un parc et c'est associé avec un bâti.
Et on voit bien que dans le budget de l'opération, on pense essentiellement le plein avant de réfléchir à comment on aménage le vide. Donc, enfin, finalement, ce qui reste, ce qui, euh, ce qui vient à la suite. Ensuite, les communications compliquées, puisqu'il y a des dialogues, une médiation difficile parfois avec des maîtrises d'ouvrage. Comment est-ce qu'on vient parler du non-humain, de l'invisible, à des aménageurs qui sont assez peu intéressés, puisque ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de ressources. Donc, comment est-ce qu'on intègre ce bien-être? Comment est-ce qu'on le met en avant? Et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit pris en compte de tous les acteurs et actrices de la fabrique de la ville? Et enfin, donc, la contrainte du diagnostic qui est bien souvent trop courte et qui ne permet pas, en fait, d'avoir une idée plus globale de ce qui est dynamique en place et d'un diagnostic, finalement, qui devrait, être beaucoup plus long. Alors, moi, dans mon travail de thèse, en chiffres, l'idée, c'était un peu comme l'a montré Thibaut, de développer une méthode. Moi, dans ma tête, j'étais dans l'idée de créer des outils pour observer, pour faire de la participation, pour la médiation, pour la représentation, aussi pour la gestion, pour la programmation. Et en fait, c'est pas franchement possible d'avoir une palette d'outils qui répond à tout ça, étant donné le fait que ce sont des manières de fluer, c'est des choses qui évoluent tout le temps, c'est en constante évolution. C'est un monde en mouvement. Et donc, figer des choses, ce qui est le propre de la programmation, c'est quelque chose qui devrait être passé de mode. Mais du coup, dans mon travail pour intégrer le vivant, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait de la ville un endroit qui est plus exclusivement destiné à l'humain et comment est-ce qu'on fait entendre ça euh, à la fabrique de la ville. Notamment, se dire que finalement, comme dirait l'urbaniste chercheur Jan Gehl, we measure what we care about. Comment est-ce que finalement on peut mesurer donc ce fluent, cet invisible, ces choses imprévisibles. Là, ce que j'ai voulu représenter, donc juste derrière, ce sont la fréquentation d'un arboretum. Donc, c'est la fréquentation humaine. Et même là, ce qu'on voit finalement, ce sont des choses, des données qui ont été données, enfin, qui datent de l'année passée. Mais en fait, on se rend compte on peut pas faire de prévision non plus. On ne sait pas ce qui peut se passer. Le Covid a pu nous le prouver et bien d'autres événements nous le prouvent. Mais simplement se dire, bah voilà, il y a plusieurs manières de le représenter. Donc, on essaye des choses. Euh, mais ça ne permet pas, en tout cas, de stabiliser totalement ce qu'on ferait après. C'est également ce que j'ai voulu faire sur cet arboretum en réfléchissant, en se disant qu'il y a des zones qui deviennent un peu plus intéressantes à certaines périodes de l'année. Il y a une saisonnalité qui est liée au végétal. Et donc, parfois, la coloration des feuilles, la floraison de certains arbres, la couleur, euh, disons, très forte à l'hiver des conifères. Ça peut être des points d'intérêt au sein de l'arboretum, mais c'est des choses qu'on peut simplement représenter et ça permet de donner des pistes pour aménager parfois certains lieux en essayant de réfléchir justement à sa saisonnalité. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de développer. Et comme Thibault le disait, c'est d'essayer de trouver d'autres médiums. Donc la vidéo, c'est une chose. Après, ça peut aussi se représenter en image, parce que de toute façon, une vidéo, c'est du image par image. Mais c'est de voir qu'est-ce qu'on peut finalement, dans mon travail, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut réellement intégrer en tant que tel dans nos manières de faire la ville. Et après, tout ce qu'on ne peut pas finalement intégrer, comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette idée de maîtrise et d'essayer de simplement inviter à un usage quand on fait de la programmation comme je fais, où l'idée c'est de définir un usage, de figer un programme à la maîtrise d'œuvre. Comment est-ce qu'on arrive à garder une forme de flexibilité et à laisser la place justement à l'imprévisible. Et ça, c'est un peu basé sur la théorie des affordances de James Gibson, qui définit comme la possibilité d'action qu'un objet ou un environnement offre à l'être vivant. Il précise humain ou non humain. Donc à partir de là, c'était comment est-ce que dans ma thèse, j'arrive à réorienter sans faire une palette d'outils, mais comment est-ce qu'on arrive à accepter l'inattendu, comment est-ce qu'on s'adapte justement à l'imprévisible dans ce monde vivant. Et donc c'était comment est-ce qu'on déploie d'autres méthodes, de nouvelles approches pour faire la ville. Alors là, j'ai simplement voulu, en conclusion de ma thèse, euh, se dire quels sont les outils que nous, on a réussi à utiliser, et comment est-ce qu'on pourrait les améliorer, comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Déjà, donc, il y avait une méthode dans la phase de diagnostic où c'était la méthode Persona, c'est issu du design de service. C'est un outil voilà, qui consiste normalement à suivre un parcours utilisateur. C'est utilisé notamment pour des sites touristiques, de comprendre quelle est l'expérience de visite d'un utilisateur et d'une utilisatrice. Et nous, c'était de se dire, là, sur un EHPAD, de comprendre chaque usager type qui vit ce lieu, enfin, quels étaient ses rythmes. Alors là, c'est les rythmes humains, et on va me dire, c'est pas les rythmes non humains comme on parlait, mais j'ai relié, en fait, toute ma thèse à cette idée de vivant, et de réintégrer justement l'humain dans cette notion de vivant, humain et non humain ensemble, sachant qu'on ne peut pas forcément intégrer
tout le non-humain et enfin, ce serait un manque d'humilité de ma part que de penser que je peux comprendre tout le non-humain et intégrer toutes ces dynamiques. C'est de se dire comment est-ce que nous, en tout cas, dans nos rythmes humains, on arrive à se retrouver des points de synchronisation et des manières de prendre soin justement de ce qui nous est inconnu. Donc ces personas, ce sont des entretiens qu'on a menés justement pour essayer de comprendre le rythme de vie de chaque personne qui habitait un lieu. Et donc ça a amené à partir de là à une représentation sous forme de heatmap, en fait, où c'était l'idée de se dire bah, combien de temps en fait une personne passe par endroit et comprendre quels étaient ses usages du lieu et mettre en fait en parallèle plusieurs typologies d'usagers. Et dans cette idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on arriverait à faire, au même titre, un persona non humana. Ça paraît assez compliqué, mais d'essayer de comprendre finalement comment est-ce qu'on habite la ville, comment est-ce qu'on habite un endroit. C'est une première piste aussi de représentation et de diagnostic. Au même titre que c'est une manière aussi d'intégrer l'idée que on n'a pas tous et toutes les mêmes rythmes au quotidien, on n'a pas tous et toutes non plus la même aire de déplacement, par exemple, en 15 minutes. C'était un peu re-questionner aussi la question de la ville du quart d'heure, comment est-ce qu'on intègre en fait toutes les mobilités et quelles sont celles qu'on prend en compte quand on dit qu'on veut avoir les ressources, toutes les ressources de la ville à moins de 15 minutes de chez soi. Donc l'autre outil dont je parlais, c'était donc voilà, ces persona non humana, où l'idée ce serait de réussir bah, plutôt dans une idée de participation, de faire en sorte que voilà, de mettre des personnes à la place de certaines espèces non humaines et que ces personnes agissent comme porte-parole. Dans l'idéal, ce serait d'avoir un éthologue ou une éthologue pour justement essayer de comprendre comment l'espèce pourrait habiter le site. Et encore une fois, ça, c'est des suggestions, ça doit juste permettre de réfléchir à comment est-ce qu'on peut aménager le lieu. L'idée, ce ne sera pas du tout de figer et de comprendre totalement comment l'espèce viendra habiter un espace parce qu'on ne peut pas forcément la prédire. À partir de ces outils-là qui ont été développés, dans ma thèse, c'était l'idée d'avoir des fiches méthodes qui seront à destination de toute la fabrique de la ville pour permettre de mettre en place en fait les différentes choses qui ont été testées au sein de ma thèse. Là, j'ai parlé des personas, il y a eu d'autres choses, notamment bah, Thibaut en a un peu parlé, mais comment est-ce qu'on observe, comment est-ce qu'on entre en immersion sur un site pour faire un diagnostic beaucoup plus large. Ça a été assez compliqué à mettre en place. Et finalement, une des méthodes, c'était presque d'y aller de manière assez ingénue et à la manière de Georges Perec, d'écrire dans un point fixe du site, finalement, tout ce qui s'y passe. Et là, pas simplement ce qui se passe en ville, mais dans tous les endroits et d'essayer de tout noter pour voir un peu ce qui peut s'y passer. Donc, nous, dans notre travail au sein de la etc., c'est déjà de se dire comment est-ce qu'on ménage ce qui est déjà existant, toutes les dynamiques qu'on peut connaître, comment on le ménage, et après se dire que dans la manière de fabriquer la ville, se dire que d'abord on teste un usage, on voit comment les usagers, usagères, humains et non humains, l'utilisent. On évalue donc l'usage de ce qu'on a fait, et suivant les impacts, on essaie d'adapter avant de pérenniser, et de se dire que finalement on fige rien au cours de notre intervention. C'était un peu l'idée aussi de re-questionner du coup cette chronologie du projet où la MO, que sont les programmistes, intervient simplement au début de projet, laisse la main à la maîtrise d'œuvre. En fait, l'usager, usagère intervient de manière ponctuelle et après, on lui laisse le projet et plus personne n'intervient. Et l'idée, ce serait justement de se dire bah, comment est-ce que finalement l'usager et l'usagère intervient de manière beaucoup plus dynamique au cours de la conception du projet et comment finalement on reste encore acteur et actrice quand on a livré le projet pour essayer d'ajuster les choses qui fonctionnent et les choses qui ne fonctionnent pas. Donc pour résumer et conclure, simplement se dire que bah, cette thèse, c'est de se dire qu'il n'y a pas un outil qui permet de tout prendre en compte, mais plutôt une forme d'humilité et d'observation et de toujours accepter le mouvement et les transformations. Également d'accepter au sein de la programmation, puisque c'est mon sujet, d'accepter une forme de désordre et de lâcher prise, puisqu'aujourd'hui c'est une discipline très fixiste. Donc comment est-ce qu'on sort de cette idée du programme qui définit tout pour les années à venir? Et donc je vous remercie pour votre attention. Et désolé si j'étais un peu long. Merci beaucoup, David. Non, non, vous n'avez pas été long.